De ce mardi, les propos qui fâchent, énervent et indignent, ils sont de Jean de Dieu Momo, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, au cœur de l'actualité depuis dimanche soir. Des paroles tendant à justifier le nazisme qui met en colère le peuple juif. Le ministre Jean de Dieu Momo, au cœur donc de ce scandale, vient d'être lâché par le gouvernement. Des réactions s'amoncellent avec des formations politiques de l'opposition qui exigent d'ores et déjà sa démission du gouvernement. Dans l'actualité également ce soir, la vie rythmée de Ville-Morte à Boya. Les habitants compris entre deux feux dans le bras de fer entre nos forces de défense et de sécurité et les forces séparatistes. Il faut trouver la force et le courage pour sortir de chez soi dans un contexte dominé par des ghost towns. Vous verrez dans ce journal comment les populations de Boya vivent l'enfer des villes mortes dans la capitale régionale du sud-ouest Cameroun. Impitoyables, ils ont été les engins de la communauté urbaine de Douala sur les comptoirs et étals des commerçants du marché Ndokpassi à Douala. Après plusieurs coups de semonce, ils ont été déguerpis sans ménagement ce matin. Cependant, au marché Mbopi de la même ville, les commerçants ont repris les activités, mais réclament toujours des solutions à leurs nombreux problèmes posés à l'autorité. Et puis en sport, cyclisme Tour de l'Espoir 2019, l'Érythrée conserve le maillot jaune à l'issue de la course de cet après-midi dans les rues de Douala. Les Camerounais toujours au bas du tableau. Les résultats de cette journée à suivre vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Le marché Ndokpassi de Douala s'apparente désormais à un champ de ruines. Les boutiques et étals construits le long du prolongement de la chaussée ont été toutes détruites ce matin à Douala. Les engins de la communauté sont passés par là, laissant derrière eux des commerçants en pleurs et dans la tristesse. Cependant, la bâtisse qui abrite les nouvelles boutiques est désormais visible et peut faire l'objet de sollicitations de nombreux commerçants. Yvonne Katiken et Guy Fotso. C'est un amas de ruines qui reste sur le site ayant abrité des années durant le marché Ndokpassi. Depuis 3 heures que je suis debout, je suis sorti comme vous me voyez là. L'image est certes triste, le paysage désolant, mais la réalité est que la sensibilisation a pris du temps. Nous avons été avisés, mais cependant, on demandait des mesures d'accompagnement, donc il fallait au moins nous recaser quelque part avant de casser. On cache les gens, ceux-là vont aller où? Nous allons aller où? Nos femmes sont là, ils souffrent, les hommes ne travaillent pas. Alors que de nos jours, c'est les femmes qui nourrissent les hommes. Les petites tentes construites sur le prolongement de la chaussée ont toutes été cassées. On peut désormais apercevoir ce bâtiment qui abrite les nouvelles boutiques du marché Ndokpassi. Ce tout-ci, c'est très très grave. Parce que la fois dernière, on avait fait le recensement avant de casser le marché. Pour le moment, il fallait qu'on fasse tout le recensement avec la quittance qu'on paie sur le marché. Donc ce tout, si le maire n'a pas bien, on ne nous est pas bien satisfait. Même comme on dit qu'on monte en haut, les comptoirs d'en haut n'est pas bien fait. Si à l'extérieur, ce sont des pleurs, à l'intérieur du marché, le commerce se poursuit tranquillement et les comptoirs attendent les preneurs. Voilà les comptoirs vides, les gens sont en route. Et chaque année, toujours, on souffre comme ça, pas de suite. On veut connaître aujourd'hui, demain on te casse. Voici, c'est peut-être 5 casses. Ça, c'est le marché des casses. Certains commerçants ont pu bénéficier des espaces dans l'enceinte du nouveau bâtiment. Pour d'autres, ce n'est pas la mer à boire. Les comptoirs sont mal faits. On ne peut pas s'en sortir ici. Les clients n'ont pas d'où se placer. Nous-mêmes n'avons pas d'où on doit se placer. Les gens fuient toujours pour aller en route. Il faut qu'on chasse en route pour que les gens viennent occuper le comptoir dans le marché. On a bien conçu le marché. Dans tous les cas, la journée a été longue. Sur le champ de ruines, les commerçants ont ramassé tout au long de la journée ce qui pouvait encore être récupéré. D'un marché à un autre, cette fois-ci au marché Mbopi à Douala, les commerçants ont repris leurs activités ce matin après avoir exprimé leur ras-le-bol face à ce qu'ils considèrent comme des actes d'arnaque, de corruption et même de trafic d'influence exercés par le comité ad hoc mis sur pied pour diriger le marché. Ils réclament l'ouverture de la boutique de leur secrétaire générale, Alice Maguedjo, qui a donc été scellée depuis 2 jours maintenant. Les commerçants espèrent être écoutés pour une meilleure gestion de cette espace marchand. Charles Rebeitok et Thierry Nana pour les détails. 24 heures après l'observation du mot d'ordre de grève par les commerçants, le marché Mbopi à Douala renoue avec ses activités.
Derrière cette vie qui renaît dans ce marché sous-régional, les commerçants continuent de nourrir un souhait et appellent l'autorité administrative à un dénouement pacifique. Nous sortons d'une crise dont l'objectif pour nous était de faire libérer la boutique de notre secrétaire général porte-parole. Et on a pu transmettre le message acquis de droit, c'est-à-dire à l'autorité de la ville de Douala, gouverneur, préfet et autres. Nous souhaitons vivement que l'autorité décèle la boutique de Madame Alice Maguedjo, notre secrétaire général, notre porte-parole. Face aux multiples reproches faits à l'endroit des commerçants, ici, on parle des réalisations comme réponse. Les couloirs tels que vous avez vus, nous coulons nous-mêmes. L'esplanade que le délégué du gouvernement veut prendre maintenant pour faire ce qu'il veut a été fait par nous-mêmes. La régie du marché, le poste de police, nous avons construit et offert gracieusement à l'État. Même si aujourd'hui on va nous taper comme on nous tape là. Même si les activités ont repris au marché Bopi à Douala, les commerçants quant à eux entendent être écoutés pour une gestion pacifique du marché Bopi. Les couches jetables pour bébés sont-elles devenues nocives pour la santé de nos enfants? La question se pose avec acuité depuis quelques jours suite à une alerte lancée par le directeur général de l'Agence des normes sur la dangerosité des produits toxiques qui seraient contenus dans ces couches. Conçues pour protéger et garantir le bien-être des enfants, certaines de ces couches sont constamment pointées du doigt. Cependant, sur le terrain, l'alerte n'a en rien altéré la vente et pour les mamans, le problème plutôt se situe à plusieurs niveaux. Lil Piedjou et Marius Kossou pour les détails. Brice est un jeune commerçant camerounais installé dans cette artère, dite rue de la Casse à Douala depuis quelques années. C'est devant cet immeuble que sont exposées ces marchandises. En bonne place, des couches jetables pour bébés. Je me ravitaille dans le marché Mopi en fonction de comment les clients demandent. Si le client veut peut-être une couche comme mon fils, il me ravitaille en gros, plus que ça sort plus que d'autres couches. Dans de nombreuses familles aujourd'hui, cette couche culotte facilite le quotidien des mamans. Et dans les espaces marchands, il y en a de toutes les tailles, couleurs et prix. À chacune ses préférences. Ça a toujours été de bonne qualité. Voilà pourquoi je m'accroche. Quand tu utilises les couches qui irritent les fesses de l'enfant, quand l'enfant urine, ça devient plus dur. Et ça fait les boules à l'intérieur. Par contre, ce qui est souple, quand l'enfant urine, ça pèse, mais c'est toujours, ça peut rester du matin jusqu'au soir. Depuis quelques jours, le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité a lancé une alerte sur les couches pour bébés. Elle contiendrait, selon l'Agence de sécurité sanitaire, des substances toxiques pour la santé de l'enfant. Sur le terrain, c'est plutôt l'utilisation qui pose problème, selon certains usagers. Parfois, d'autres laissent les couches à l'enfant, peut-être une journée, après vont se plaindre que ça a arrêté. Normalement, les couches doivent faire au minimum 3 heures à 4 heures dans les fesses d'un bébé. Pour d'autres, il faut revenir à l'ancienne méthode. À nos époques, nous on lavait les couches. Maintenant, il y a les couches patates, macabomba, on ne comprend plus rien. En attendant une réaction du gouvernement sur la question, la commercialisation des couches jetables, peu importe la marque, se porte plutôt bien sur le marché. Malgré cette interpellation de la NOR, qui précise qu'aucune de ces couches jetables n'est soumise à un programme d'évaluation de la conformité avant embarquement sur le territoire camerounais. À Boya, l'enfer des villes mortes imposé aux populations par des terroristes qui se réclament ou alors qui réclament la sécession du Cameroun. Véritable bras de fer au quotidien entre nos forces de défense et de sécurité et les forces séparatistes qui veulent à tout prix dicter leurs lois et leurs lignes à suivre. Les populations sont comprises entre deux feux, prises au piège de la terreur finalement. Les agents de l'État, par exemple, doivent vaincre cette psychose pour se rendre au travail au quotidien, dans le but bien sûr d'assurer la continuité du service public. Daniel Ondambala pour les détails depuis Boya. Boya, la psychose est dans l'air. Le mot d'ordre de ville morte de 10 jours des forces séparatistes, suspendu comme une épée Damoclès, paralyse une partie de la ville de Boya. Ces vidéos sont tournées à partir d'une caméra cachée. Nous faisons le tour des services publics. À la délégation régionale de l'éducation de base du Sud-Ouest, quelques fonctionnaires sont présents.
Par crainte de représailles, personne ne souhaite être filmé, encore moins s'exprimer. La psychose continue de planer. Ici, nous trouvons visage de bois. Les fonctionnaires répondent aux abonnés absents. Le scénario est le même dans la quasi-totalité des écoles de la ville de Buea. Les taxis en circulation dans la ville se comptent au bout des doigts. À Classe Cotas, certains commerçants ont défié la peur, tandis qu'à Moliko, la peur fait rage. Pas l'ombre d'une vie. Très peu sont ceux qui ont osé mettre le nez dehors. Les combattants séparatistes continuent de couvrir le ciel de Buea des nuages de panique. Dans la Damawa, nouveau débrayage à l'école des sciences et médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré. Des étudiants de cette école ont entamé hier un mois de grève afin d'appeler à l'amélioration de leur formation. Ils clament que les résolutions prises au lendemain de leur dernier mouvement d'humeur n'ont pas été appliquées et les promesses non tenues également. Pire, relève-t-il, l'école a vu son budget baisser alors qu'elle est dans la tourmente des revendications compilées dans ce reportage d'Abdoulaziz Dewa et Eringele depuis Ngaoundéré. Assis à même le sol ou debout, pancarte à la main, ils appellent désormais le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, à la rescousse pour tenter de sauver une année académique perturbée à l'école des sciences et médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré. Ce que nous nous demandons, c'est une seule année, un niveau. Et pour les 3 promotions, je redis encore, les promotions 4, 5 et 6 d'IVM, les promotions 1, 2 et 3 ingénieurs doivent sortir en une année. Le directeur nous dit chaque jour qu'il a 141 millions de francs cette année de budget pour 500 étudiants, alors qu'à la création de cette école, nous avons 150 millions de francs pour 40 étudiants. Comment veut-on former des vétérinaires avec une telle somme dérisoire? Les étudiants vétérinaires ont débuté ce 4 février un débrayage d'un mois, selon un préavis déposé il y a 2 semaines. La solution que nous voulons, c'est rencontrer Monsieur le ministre. Parce que nous avons rencontré Madame le recteur, la direction et tout, rien ne marche. Ils nous ont dit que ce n'est plus à leur niveau et nous sommes dépassés. Ils ont pour ce faire bloqué la voie principale qui mène sur le campus, empêchant la circulation des véhicules au désarroi des usagers obligés de finir leur parcours à pied. Il y a 2 semaines pourtant, le recteur de l'université de Ngaoundéré menait une campagne médiatique de retour à la normale ici. Ça nous a beaucoup touchés. Ça nous a beaucoup touchés. On a utilisé la promotion 12 qui vient d'entrer à l'école. Ils ne connaissent pas encore véritablement les problèmes. Nous n'avons pas évolué. Tout ce qui avait été promis n'a pas été fait. Ce énième mouvement d'humeur a lieu alors que le recteur Ufi Tinje Melo est absente du campus de Don. Et nous apprenons ce soir que 5 porte-paroles des étudiants de l'école de sciences et de médecine vétérinaire ont été invités au ministère de l'enseignement supérieur afin de mieux cerner les contours de cette affaire qui n'a que trop duré au campus des berges du lac de Dan à Ngaoundéré. Et nous sommes en plein dans la semaine de la jeunesse et ce soir nous avons décidé de nous intéresser à 3 jeunes dames. Elles ont la particularité d'être passées par le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Douala 2. Après leur passage dans ce centre, elles sont désormais installées à leur propre compte et tout semble bien rouler pour elles. Il y a 7 réseaux et François Ami sont allés à leur rencontre. C'est calme à notre arrivée dans l'Institut de beauté de Denise, à Newbel, dans l'arrondissement de Douala 2e cet après-midi. Il n'y a pas encore de cliente. Elle passe quelques notions à son apprentie inscrite depuis quelques mois pour une formation. Cet originaire de Yagua dans l'extrême nord Cameroun vient de s'installer à son propre compte après une formation au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Douala 2e. Admise avec une mention excellente. Je n'avais pas de diplôme car j'ai fait la formation à Black Star, qu'on ne donnait pas de diplôme là-bas. Donc j'ai laissé tomber quelques années, mais quand on m'a dit qu'il y a un centre de formation, j'ai vu que ça vaut le coup de tenter et je me suis lancée, je suis allée vers le centre des jeunes. Les financements restent l'éternel problème. Un autre profil formé par le CFPJ de Douala 2, Nadège. Avec son équipe, elle prend part, ici à la place du gouvernement à Bonanjo,
a un programme national de lutte contre la cécité. Son activité a énormément évolué. À partir de rien, donc nous ouvrons quelque chose à 2. Mais aujourd'hui, nous sommes environ 22. Dans cette structure, on emploie essentiellement des jeunes. C'est une structure essentiellement jeune. Nous avons un ophtalmologue, un jeune ophtalmologue qui sort de la Russie, qui a accepté de nous accompagner toujours dans le bénévolat. Julie est styliste au lieu-dit dernier poteau à Newbel. Ancienne formée du CFPJ, elle fait la fierté de ses clients. Quand j'ai un travail assez délicat, important, je sais que si je le lui confie, je ne serai jamais déçue. Julie est épanouie ainsi que ses employés, mais elle rêve d'un soutien financier pour passer à quelque chose de plus grand. Plus de jeunes qui veulent se former, mais mon cadre ne me permet pas parce qu'il est tout petit déjà. Et les moyens ne me permettent vraiment pas de m'occuper de tous ces jeunes. 3 profils au domaine bien différents et gonflés d'ambition pour rester au service de la nation par leur savoir-faire, juste besoin d'accompagnement. Reparlons de l'affaire qui s'appelle désormais affaire Jean de Dieu Momo, qui a donc été vomi, vous le dites, à Yaoundé par le gouvernement. Alain Gisnan Kanga, bonsoir. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Avant de revenir sur l'affaire Jean de Dieu Momo, restons dans le cadre de la semaine de la 53e édition de la fête de la jeunesse. Eh bien, l'association des jeunes patriotes a initié une opération de nettoyage et d'assainissement de la ville de Yaoundé. Objectif, rendre le Cameroun plus propre. Chanel Wempé et Francis Captan. Nettoyer les rigoles, balayer la route. Les jeunes sont à l'œuvre pour l'assainissement de la ville de Yaoundé. Du marché Fondi au marché central, passons par l'avenue Kennedy et la poste centrale, ces jeunes de l'association Les Jeunes Patriotes procèdent à leur manière à mettre la propreté dans la cité capitale. Nous avons commencé par les endroits les plus sensibles, les marchés, les hôpitaux et tous les espaces où on retrouve le plus grand nombre d'immondices. Mais on ne s'arrête pas au niveau du coup de balai. Il y a également un coup de balai sensibilisateur. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer aux jeunes de notre cité qu'il ne faut pas jeter des ordures partout parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne les ramasser. Cette activité, baptisée Yaoundé Zéro Ordure, rentre dans le cadre de la semaine de la 53e édition de la fête de la jeunesse. Ces jeunes volontaires estiment que l'environnement dans lequel on vit doit être propre afin de réduire les maladies. Ils entendent alors poursuivre leur activité de nettoyage dans les hôpitaux, les écoles et les espaces publics. Je travaille, ici est ma chienne. Le projet s'étendra sur une période d'1 an et l'activité dans toutes les régions du Cameroun. L'objectif, rendre le Cameroun tout entier propre et plus agréable à vivre. Tout est allé très vite au lendemain de la prise de parole de Jean de Dieu Momo. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice stigmatisait les massacres antisémites en Allemagne, ce qui a provoqué le courroux de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, aidé en cela par le gouvernement qui a désavoué son membre. Essayons de comprendre ces deux attitudes avec Ghislain Périssono. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense que... Sorti de route pour un jeune ministre, Jean de Dieu Momo comparait le peuple babéliqué au peuple juif avec au centre Hitler qui fit des massacres de ce peuple un sport. Les réactions ne se sont pas fait attendre, d'abord de la part d'Israël, qui entretient des relations d'amitié stratégiques avec le Cameroun depuis 1960. Privilège des privilèges, le Cameroun fait partie des seuls 10 pays africains où Israël a ouvert ses ambassades. En le disant, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice et président du PADEC frustrait un partenaire de la GP et du BIR, qui traversa donc une douleur inoubliable. Je crois qu'il n'a pas encore totalement basculé de sa posture d'acteur politique à posture de ministre de la République. Je crois que cette confusion de rôle, c'est ça qui a davantage attiré le tollé.
Propos discriminants, antisémites et tribalistes. Dans un contexte que l'on sait, le Cameroun n'a jamais voté contre Israël à l'ONU. Dans le même temps, Yaoundé refuse d'avoir une intention organisée contre son peuple, d'où son désaveu total. Dans un contexte camerounais où les questions tribales et de gouvernance sont, je veux dire, sur la lame, sur des braises, il faut faire attention à de telles allusions qui, je ne crois pas, sont manifestement intentionnelles, mais qui peuvent effectivement soulever des passions et attirer effectivement la colère. L'ambassadeur est rassuré, reste à suivre les pas dès demain du jeune ministre Jean de Dieu Momo. L'opinion publique au Cameroun et même dans certains États du monde s'offusque contre les propos de Jean de Dieu Momo sur le nazisme dans le monde sous la houlette d'un certain Adolf Hitler. C'est quoi le nazisme? Pourquoi les propos du ministre défraient-elles la chronique? Le journaliste Jacques Dobel revient ici sur les origines de l'antisémitisme et sur son impact dans le monde. Il est au micro de Patrick Ngouagna et Thierry Nana. Vous avez entendu parler d'une manière un peu particulière de la Shoah depuis dimanche soir, ce qui a provoqué quelques réactions dans notre pays. La Shoah, c'est l'extermination de la race juive par les nazis, un système nationaliste qui a été au pouvoir en Allemagne à partir de 1936 avec l'avènement de Hitler au pouvoir. Or, Hitler a trouvé une Allemagne qui était pratiquement à genoux après avoir perdu ses colonies au bout de la guerre de 1914-1918. Alors, Hitler avait dans son programme de restaurer non seulement la race aryenne à laquelle il appartient en même temps que les Allemands, il fallait également restaurer la toute-puissante Allemagne de l'époque. Et il trouvait que l'autre race qui portait ombrage à la race aryenne était la race juive. Parce que les Juifs étaient éparpillés à travers le monde. Ils avaient les meilleurs médecins, ils avaient les grands hommes d'affaires, des ingénieurs, c'était eux. Et Hitler entendait finir tout ce monde. Tout autre chose à présent, le travail du domestique est un métier qui est souvent mis en second plan dans notre société. Et pour améliorer ce statut, l'Organisation internationale du travail a organisé ce 5 février un atelier à Yaoundé avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation. Objectif, revoir les dispositions juridiques et institutionnelles du travail domestique au Cameroun. Chanel OMP et Samuel Bonis. Le travail de domestique, un métier exercé dans des conditions déplorables au Cameroun. L'activité est peu considérée et le texte la régissant est dépassé. La grille des salaires appliquée au travail domestique date, je crois, de 1985. 1985 aujourd'hui. Lorsque vous prenez la grille des salaires, vous voyez que le salaire le plus haut est de 38 000 francs. Pratiquement le SMIC, puisque le SMIC est de 36 000 francs quelque chose. Le travailleur domestique, pour ne pas dire la ménagère, subit souvent de l'employeur de nombreuses pressions physiques ou psychologiques. Pour éviter les représailles, Yvon nous parle de son salaire à visage caché. 45 000. J'ai causé avec mon patron au début de l'année. Il m'a dit oui, il a compris, il va augmenter quelque chose. C'est ce qu'il m'a dit. Rachel, quant à elle, est mieux traitée dans son boulot, mais se fait porte-parole des domestiques maltraités. Il y a les patrons qui abusent, qui exagèrent. Tu travailles, à la fin du mois pour qu'on te paye, ton salaire n'est jamais régulier. Quand tu es malade, on te demande de venir travailler. On ne les assiste pas. Mais moi, j'ai cette chance, on m'assiste. Moi, je vous dis que je suis traitée comme un membre de la famille. Un cas exceptionnel. Pour améliorer le cadre de vie des travailleurs domestiques, l'Organisation internationale du travail organise ce 5 février à Yaoundé une concertation autour du projet de révision des dispositions organisant ce corps de métier au Cameroun. Nous espérons être en mesure d'assister le pays dans l'acquisition d'un cadre juridique qui soit complet et qui prévoit la protection des travailleurs et travailleuses domestiques. La situation du travailleur domestique est de plus en plus préoccupante, même si les pratiquants
sont souvent réservés dans la dénonciation des pressions subies au quotidien. Intéressons-nous à la Banque mondiale qui a présenté ce jour à Yaoundé la revue des dépenses publiques du Cameroun dans le but de permettre à l'État d'aligner ses dépenses publiques aux objectifs de la vision 2035. Cette revue a permis de ressortir les insuffisances liées au système de gestion budgétaire, à savoir l'insuffisance des systèmes d'information et de l'effectif du personnel. La présentation a eu lieu devant un parterre de membres du gouvernement, dont le ministre des Finances, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Chanel OMP. Le rapport qui vous est présenté résulte de l'analyse des données relatives aux dépenses publiques sur une période de 10 ans et dont le but est d'évaluer l'efficacité du Cameroun à mener une politique budgétaire soutenable au regard des objectifs qu'il s'est fixés dans sa vision prospective de développement à l'horizon 2035. Pour ce faire, la revue a porté sur l'analyse des budgets votés et exécutés dans la période allant de 2006 à 2015 sous le prisme des critères classiques d'évaluation des systèmes de gestion des finances publiques, à savoir l'efficacité applicative et technique, l'efficience et l'équité. Et la suite de ce 19h50, c'est avec le Nouvel An chinois qui a débuté ce jour et qui est placé sous le signe du cochon. Michael Tipio. L'année 2019 du calendrier chinois débuté le 5 février. Ce 5 février, en Chine, il est plus connu sous le nom de Fête du Printemps ou Festival du Printemps. Cette année est placée sous, vous l'avez dit, le signe du cochon et est célébrée par les Chinois de par le monde entier. Le reportage de Patrick Ngwanya et Franck Zouami. Après l'année du chien en 2018, la communauté chinoise de par le monde célèbre l'année du cochon, parfois nommée année du sanglier. Elle symbolise la prospérité. Rien à voir avec l'image sale et lubrique du cochon véhiculée en Occident et dans plusieurs pays africains. Le Nouvel An chinois, célébré ce 5 février, est basé sur le calendrier lunaire et non sur le calendrier grégorien, comme dans certaines parties du monde. L'année lunaire compte en moins 354 jours et ne tombe jamais à la même date. Il se situe généralement entre le 21 janvier et le 19 février de chaque année. Ce 5 février, nous rentrons dans l'année du cochon et cette nouvelle année devait être prospère selon les astrologues chinois. Elle est célébrée pendant une semaine. En culture, voici quelques jours que la liste des nominés pour les Canals d'Or est disponible. Une liste de 18 catégories dans lesquelles sont cités une centaine de musiciens et cinéastes. La liste d'or a soulevé beaucoup d'interrogations. Une d'entre elles qui revient de plus en plus à chaque édition. Comment sont sélectionnés les nommés? Aimé Catherine Moukouri et Marius Kosso nous apportent quelques éléments de réponse. 18 catégories pour primer les meilleurs musiciens et cinéastes des 2 années écoulées. La liste des nommés pour les Canals d'Or Acte 12 est enfin publiée. Pendant que les artistes nommés affichent leur reconnaissance, chacun y va de son commentaire. J'ai vu, il y avait Daphné sur la liste, Charlotte, moi, pour Charlotte Dépendant. Je crois qu'elle a eu son temps, hein. Elle a fait son temps. Je préfère les nouveaux venus là. J'ai vu ce que Canal d'Or a pu améliorer, puisqu'ils ont pris cette année les artistes que les années passées, eux n'étaient pas dedans. Oui, j'ai vu par exemple la présence des Petits Pays qui est revenu en force. J'ai vu aussi Bendeka et puis j'ai vu Sergio Polo, c'est bien. Mais je me pose la question pourquoi Berka Tobi ne figure pas. Je ne suis pas content du fait qu'on n'ait pas mis Memos. Mais d'après ce que j'ai vu, je vois Numérica. Je suis vraiment étonné. Numérica ne fait pas le buzz. Memos fait le buzz. Et au canal Olympia, c'est son son qu'on était en train de jouer avant que je me retrouve ici. La sélection des nommés pour les Canals d'Or, tout un processus. L'année va pour nous de octobre à octobre. Nous avons des hommes de culture, nous avons des journalistes culturels, des animateurs, des disques jockeys, tous ceux qui sont en rapport en tout cas avec la musique, mais également des hommes de culture en général qui remplissent des fiches que nous appelons des fiches de présélection.
Le comité d'organisation précise que l'événement ne vise pas seulement à primer les artistes qui marchent, mais à mettre en lumière dans les différents rites la richesse de la production culturelle locale. Les Canals d'Or ne sont pas un événement essentiellement pour les musiques qui marchent. Ce n'est pas ça notre ligne. On n'est pas là pour les musiques qui marchent. On est là pour les artistes qui ont sorti des œuvres, qui ont travaillé pendant 2 ans et qui ont un certain mérite. Avec une précision pour les catégories meilleurs artistes masculins et féminins, des catégories sujettes à des critères comme le nombre d'albums et d'années de carrière. Donc la catégorie artistes féminins et artistes masculins, ce sont des catégories où on recherche des artistes qui, au-delà d'avoir un titre ou plusieurs, ont une carrière. Elle peut être courte ou longue, mais elle doit avoir suscité pendant des années, en tout cas plus de 2 ans, elle doit avoir suscité l'attention du public, mais véritablement. Mais ceci, pas seulement sur un titre. Dès le 9 février, le voting sera officiellement ouvert pour permettre à tous les fans de désigner leurs favoris. Du sport cyclisme Tour de l'Espoir, l'Érythrée conserve le maillot jaune et le Portugal gagne l'étape, la deuxième du jour, justement, a rendu son verdict cet après-midi après une course âprement disputée entre le Maroc, l'Érythrée et le Portugal. Plus de précisions avec Alex Lembe et Henri Chinda. 11 tours pour 108 km en un critérium à circuit fermé dans la ville de Douala. C'est ce qui a constitué la deuxième étape de l'édition 2019 du Tour de l'Espoir. 18 équipes représentant 18 pays de 4 continents ont pris le départ au lieu dit gare centrale de Bessengue. La période d'observation aurait été quasi inexistante chez ces cyclistes de moins de 23 ans puisque les échappées se feront successivement annuler par ces férues de pédales. Entre Érythréens, Algériens, Marocains et Portugais, les favoris de cette course, il y a véritablement eu de la rivalité. Pour la ligne d'arrivée, c'est dans une échappée digne des connaisseurs que le Portugais Campos Francisco va doubler au finish l'Érythréen Tesfacion Nathanael et le Japonais Natsuda Shua pour la victoire d'étape. Malgré celle-ci, le maillot jaune restera sur le torse de l'Érythréen Nathanael Labraton. Le Maroc, par contre, jouera de malchance en cette journée. Je pense que ceux qui ont eu peut-être plus de facilité sur les étapes de ville et sur des étapes qui sont plus plates auront demain plus de difficultés avec la chaleur et les montées et la montagne à peut-être avoir les mêmes résultats. Donc peut-être que le Portugais qui a gagné aujourd'hui l'étape aura demain énormément de mal à la montagne. C'est toute la difficulté du cyclisme, c'est pouvoir s'adapter aux conditions et au terrain qui est proposé. Idem pour les Burkinabés qui pourtant étaient aussi favoris au départ de cette course. Comme il y avait 10 personnes qui étaient parties, on espérait en tout cas gagner. Compte tenu qu'il y avait les leaders qui étaient dedans, donc on espérait gagner. Les équipes de sprinters qui derrière ont cherché et puis annulé, donc ça a compromis notre chance. Mais demain reste toujours une étape, mais ce n'est pas favorable pour nous. Après une crevaison de Jordan Kamdem et 2 chutes respectivement de Kwere Nounawe et Lobe Priso, les Camerounais se situent dans le peloton. Premièrement, on a eu beaucoup de malchance aujourd'hui, mais je vous assure qu'on a mieux fait par rapport à l'année passée. L'année passée, nous ne voyons même pas là passer le peloton. Aujourd'hui, si on n'avait pas de chute, on devait classer au moins 4 coureurs dans le peloton de tête. Malgré cette position pas très élogieuse pour nos lionceaux du vélo, certains spectateurs apprécient plutôt le spectacle. Organiser une telle compétition, vraiment, il faut avoir vraiment le courage. L'organisation était de taille, je vois le matériel même et tout, et la sécurité, plus la sécurité, c'était vraiment énorme. La troisième étape, dite celle des montagnes, partira de Konsamba pour Chang. C'est nous pour terminer ce journal. Le comité inter-État, l'organe technique par référence de la commission de la CEMAC a ouvert ce jour dans le Centre international des conférences de Sipo pour les travaux préparatoires du 33e Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale. Pendant 2 jours jusqu'à mercredi, les experts des 6 pays membres de l'UEAC qui composent les comités inter-État vont plancher sur les dossiers décisifs pour l'accélération de l'intégration, notamment le budget 2019 de la commission
commission telle que réaménagée. Le règlement intérieur du comité inter-État sera également débattu. Les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ministres, ainsi que la liquidation de la Cour de justice de la CEMAC en cessation d'activité depuis peu. Aussi, l'adoption d'un nouveau code douanier pour les 6 États membres sera au centre de ces travaux qui s'achèvent donc demain au Centre international des conférences de Sipopo, c'est en Guinée équatoriale. Et c'est ici que s'achève cette édition de 19h50. Je vous dis merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50. Bonsoir. Canal 2 International.